Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, petit audio depuis la forêt. C'est toujours plus agréable de parler en ayant un beau panorama autour de soi. Et je voudrais aujourd'hui, très rapidement, parce que je me rends compte que c'est rébarbatif et voilà, c'est pas très accrocheur, mais essayer d'expliquer deux, trois notions par rapport à l'économie aux jeunes et aux moins jeunes qui ne comprennent pas très bien de quoi on parle. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de questions, évidemment. Tous les supports sont des vidéos un peu techniques, un peu froides, chiffrées, ce qui n'aide pas, évidemment, malheureusement, à vulgariser le sujet. Alors, ce que je voudrais d'abord vous dire, parce que vous savez que j'interconnecte les sujets, pour moi tout est lié, je le dis à chaque audio. En fait, le drame qu'on a, entre guillemets, qu'on n'a pas encore bien perçu et compris, évidemment, c'est qu'une fois qu'on a habitué sa population à un certain mode de vie, vous pouvez faire l'expérience à un petit niveau quand on parle d'une famille. Si vous avez une famille, chacun a sa chambre, il y a de l'eau chaude, voilà, il y a un ascenseur, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, vous avez perdu votre travail, vous avez moins d'argent, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous déménagez dans un appartement plus modeste, moins cher, et vous pouvez faire face, soit vous voulez rester dans votre appartement que vous occupez, et à ce moment-là, il faut faire des dettes, des crédits et des emprunts. C'est exactement ce qui se passe au niveau de l'Occident. Donc l'Occident est en chute depuis longtemps. Mais évidemment, les gens, comme ils voient ça jour par jour, mois par mois, ils ne s'en rendent pas compte. Mais il y a un mouvement de déclin, en fait, qui, on va dire, qui prend sa source plus ou moins vers les années 70, donc il y a à peu près 40-50 ans. Et donc, en fait, maintenant, on arrive un petit peu à l'apogée, au sommet de cette chute, qui évidemment va se faire... vous savez, c'est un peu comme un... Si je voudrais vous donner une image, imaginez un pustule, un bouton. Avant qu'il explose avec le pus et le sang et tout ça, il gonfle, vous comprenez? Il grandit. Et donc quelqu'un qui se trouverait sur ce pustule, une bactérie ou que sais-je, va dire cette pustule est énorme, elle est increvable, elle est forte, etc. Parce que les gens en général ne savent pas que quand quelque chose gonfle de trop, et qu'à un moment donné ça éclate. Et là tout retombe. Et en fait on est au point où les bourses chaque jour battent des records, et tout le monde croit que tout va bien, etc. Alors qu'en fait c'est un signe que tout va très mal. Et les spécialistes évidemment ne s'y trompent pas, puisque maintenant depuis 2 ans ils sonnent la sonnette d'alarme en disant notre système économique capitaliste n'a pas encore connu une crise depuis 2008, ça fait plus de 10 ans, ce n'est pas normal, c'est malsain. Ça veut dire que nous sommes dans une économie artificielle, parce qu'une économie saine, tous les 7 à 10 ans, doit avoir une grave crise pour purger toutes les sociétés malades, la mauvaise concurrence, etc., pour renforcer les gagnants et les rendre de plus en plus rentables, et donc il y a de la croissance. Ici, on sauve tout le monde, personne ne tombe en faillite, ou très, très peu de sociétés. Tout le monde emprunte à taux zéro. Et donc, évidemment, on se retrouve dans une société qui va artificiellement bien. Ça me fait un petit peu penser, vous savez, si on voit le moment, de nouveau, je donne une image, ça me fait penser aux arbres, puisque je suis en forêt, de là où je vous parle. À l'instant où je vous parle, il y a plein de feuilles mortes qui tombent des arbres. C'est pour ça que je pense à ça. Ben, quand on est à la fin de l'été, vous voyez, et que les feuilles sont encore très vertes, et que si on dit aux gens, à ce moment-là, vous savez, d'ici 2 mois, tout le sol que vous voyez là sera recouvert de feuilles mortes. Entièrement. Il n'y aura pas 1 cm² sans une feuille. On va dire, mais non, t'exagères. Peut-être l'arbre va perdre quelques feuilles, mais pas plus que ça. Et pourtant, là, je suis occupé à marcher sur un tapis de feuilles mortes. Et les arbres n'ont plus que sur leurs branches quelques centaines de feuilles vertes, jaunes, les dernières survivantes. Alors qu'est-ce qui se passe pour prendre cette image? C'est que maintenant on est à la fin de l'été, les feuilles sont vertes,
commencent tout doucement à jaunir pour les plus faibles. Et puis elles vont de plus en plus jaunir jusqu'au moment où il y aura un grand coup de vent dans la forêt et toutes les feuilles vont tomber. Et là on va dire « Ah, incroyable !» etc. Et donc, ça ne sert à rien non plus parce qu'il y a beaucoup de gens, sonnette d'alarme, c'est la fin. Bon, ça ne sert à rien de faire ça. Simplement, ce qu'il faut comprendre, que j'arrête pas de répéter depuis plein d'années, et c'est très important pour les gens non initiés de bien écouter parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme moi, en toute modestie, qui vont vous expliquer ça de cette façon-là. Et donc malheureusement, ce n'est pas accessible. Il faut bien que vous compreniez une chose dans votre tête, que vous soyez une femme, un homme, un jeune, c'est que vous avez grandi dans un monde où les choses ont une certaine valeur. Une voiture d'occasion, 5 000 €, un iPhone, 1 000 €, etc., etc. Je ne vais pas multiplier les exemples, vous voyez ce que je veux dire. Un pain, 1,50 € et compagnie. Et donc, pour vous, ben voilà, je veux une bouteille d'eau cristalline, ben, c'est 30 cents. Un pack, c'est 2 € par exemple. Et il faut que vous vous disiez une chose. Il faut que vous vous disiez une chose très importante. Pour que votre voiture avance, il faut absolument qu'elle ait du gasoil à l'intérieur. Sans ça, votre voiture, elle a beau être belle, rapide, confortable, avec des nouveaux pneus, des nouveaux freins, elle ne sert strictement à rien. Ça signifie que le gasoil, le carburant, est ultra nécessaire. Vous comprenez? Vous pouvez très bien rouler qu'une voiture dont les phares ne marchent plus. Vous pouvez très bien rouler qu'une voiture qui a des vieux pneus. Vous pouvez très bien rouler qu'une voiture qui a des sièges en tissu au lieu d'être en cuir. Vous pouvez très bien rouler qu'une voiture qui manque d'huile. Ça va rouler, pas longtemps, mais ça va rouler. Mais sans pétrole, sans gasoil, ça n'avance pas. Rien ne se passe. C'est un bloc de métal immobile. Aussi cher et aussi fameux soit-il. Ensuite, vous pouvez vous habiller avec des vêtements de marque. Vous pouvez avoir un iPhone plutôt qu'un je sais pas quoi, moi, les marques, un Samsung, bas de gamme ou que sais-je. Oui, tout ça, c'est des superflus. Pourtant, on le paye cher. On paye cet iPhone 1 000 € plutôt que le téléphone d'entrée de gamme à 200 parce que on veut le meilleur appareil photo, on veut le petit programme qui est un peu plus fluide, etc., etc. Et on paye assez cher pour ça. Pourtant, le pack d'eau, qui est vital pour nous, c'est-à-dire que sans eau, tout s'arrête. Comprenez? Sans eau, tout s'arrête. On est couché dans un lit, on est immobile, on est impuissant et on meurt. Je vous dis tout ça pourquoi? Pour essayer de vous faire comprendre que le prix des choses varie fortement par rapport à la situation dans laquelle on est. J'ai un ami où je lui disais, si tu as 10 pièces d'or, et tu es dans le désert avec ta famille, tes enfants qui pleurent, etc. Papa, on a soif, machin. Et il y a quelqu'un qui arrive là, armé bien sûr, qui vous dit, ah moi j'ai de l'eau fraîche dans des packs, des boîtes réfrigérantes, etc. Et vous dites, oui d'accord, on en a besoin, c'est combien pour une bouteille d'eau? Il vous dit, écoute, voilà, moi j'ai 6 bouteilles, je dois encore traverser tout le désert, il y a des clients, il y a des gens qui sont intéressés. Moi je veux bien te donner une de mes bouteilles, mais ça va te coûter 9 pièces d'or. Je t'en laisse une. Qu'est-ce que vous allez faire? Vos 9 pièces d'or, elles valent peut-être 10-15 000 €. Mais vous n'aurez pas d'autre choix que les donner pour la bouteille d'eau. Ça veut dire qu'à ce moment-là précis de votre vie, cette bouteille d'eau vaut plus que vos 9 pièces d'or. Etc., etc. Je ne vais pas multiplier les exemples, vous comprenez là où je veux en venir. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que ce qui est vrai aujourd'hui, ne le sera pas spécialement demain. Et donc aujourd'hui, oui, 1 €, ça vaut 1,10 $. 1 € ça achète une bouteille d'eau. 1 € c'est le prix d'une baguette de pain. Ça c'est aujourd'hui. Mais demain, sans que ce soit l'apocalypse, demain tout ça peut changer.
Demain, vous pouvez aller à votre boulangerie et le boulanger vous dit « Désolé, ma farine, mon eau, mon sel et tout ont augmenté, la baguette est à 5 euros. Si tu ne le veux pas, quelqu'un d'autre est d'accord. » Et tout le monde va s'habituer petit à petit à payer sa baguette 5 euros. Donc, je dis tout ça pourquoi? Je dis tout ça pour vous dire que l'argent que vous avez dans votre compte en banque, dans votre portefeuille, a une valeur très virtuelle, très temporaire. La maison que vous occupez, que vous avez peut-être achetée ou héritée, elle a une valeur très temporaire. Aujourd'hui, on vous dit ta maison vaut 200 000 euros, il y a plein de clients, etc. Demain, pour X ou Y raison, vous la vendez à 100 000, personne ne veut l'acheter. Ou personne ne peut l'acheter. Vous comprenez? Parce que des fois, ce n'est pas la question du prix, c'est la question de pouvoir. Moi, si je vais dans un pays pauvre et je dis j'ai besoin d'argent, j'ai ma Rolex que j'ai payée 50 000 euros, je vous la vends 5 000, 45 000 euros moins cher, tout le monde va me dire ah, 5 000, oulala, c'est cher. Ah, on n'a pas. Et vous serez là avec votre Rolex à 5 000 euros qui sera invendable. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de protéger son argent pour les temps difficiles à venir, il faut essayer de réfléchir à quelles sont les choses qui sont essentielles à nos vies. Les choses, je répète, qui sont essentielles à nos vies. Je pense à de l'eau, je pense à de la nourriture sèche, je pense à du gasoil, je pense à, oui, de l'huile pour moteur, etc., etc. Il faut réfléchir. Et toutes ces choses-là, demandez aux gens qui ont connu la guerre 40-45 en Europe, à cette époque-là, acheter de la viande, acheter du beurre, c'était un grand luxe. C'était un grand luxe. Les gens faisaient la file avec des tickets. Il y avait le marché noir. Tout le monde ramenait des choses de la ferme qu'on vendait à la ville. Parce que c'est un autre point dans le débat ville-campagne. Oui, mais on est mieux à la ville parce qu'on sera entre rouillards pour se défendre contre les méchants racistes, etc. Vous savez, je vais vous dire une chose qui va peut-être choquer, mais c'est pas grave. Il ne faut pas raisonner en termes de race, de soi-disant musulmans, pas musulmans, etc. C'est pas ça qui va jouer. C'est-à-dire que face à la détresse, face à la peur de manquer, les gens réagissent tous différemment. Et il se peut que des gens qui vous entourent, tout musulmans soient-ils, changent soudainement de comportement face à la peur et deviennent peut-être des ennemis. Vous comprenez? Des gens susceptibles de vous voler, de vous menacer et d'user de violence contre vous. Donc moi, quand je parle de lieu de vie, non seulement je pense à s'éloigner de la pollution, du manque de parking, etc., tout ce que j'ai déjà dit, mais aussi je pense à s'éloigner des gens mal éduqués, égoïstes, matérialistes, instables, etc., etc. Dans les cités, vous le savez mieux que moi, on a affaire à des gens très impatients, habitués à pouvoir acheter du cannabis, égoïste, matérialiste, nourri avec du rap qui met en avant la réussite matérielle, les filles faciles, etc. Donc c'est l'antithèse, évidemment, de gens posés, solidaires, etc. Vous comprenez? Donc ici, on va bien au-delà de la question religieuse. On va à la question de quel genre d'être humain, avec quel genre d'éducation et quel genre de nature. Parce que vous savez, dans ces moments-là, quand tout part à volo, comme on dit, les gens changent. Hein. Les gens changent, des gens qu'on n'aurait jamais soupçonnés deviennent violents, les gens deviennent, ils ont des psychoses, des paranoïas, ils ont des crises de panique, etc. Et voilà, moi je pense que la personne qui sera dans un milieu un peu isolé, qui aura de quoi se défendre, qui aura des réserves, etc., il est dans une meilleure situation que dans ville où tout le monde dépend des supermarchés. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que si les camions qui fournissent les supermarchés ne peuvent pas rentrer pendant 4 jours, je répète, 4 jours, eh bien, les supermarchés sont vides. Vous comprenez? Ça veut dire que les gens qui habitent en ville et qui n'ont pas de réserve parce qu'ils n'ont pas de place pour avoir des grands congélos, etc.,
Ils sont souvent désarmés pour se défendre. Ils vivent dans la promiscuité, à 3-4 appartements par étage, etc. Ces gens-là, en moins d'une semaine, vérifiez si vous ne me croyez pas, en moins d'une semaine, les habitants des villes sont en état de famine et donc des bandes, des pillages, etc. En moins d'une semaine. Voilà. Après, je sais bien, on va me dire, mais je suis bloqué, je peux rien faire, je suis seul avec mes enfants, je suis une femme monoparentale. Je sais, je connais tous les cas individuels, etc. Je m'en doute bien. Mais voilà, on ne peut pas dire que... Je veux dire, bon, avec la coupure 2014-2016, pour les raisons que vous connaissez, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que j'essaie d'expliquer tout ça. Et on a eu vraiment le temps. Hein. On a eu le temps de s'organiser, on a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps de voir. On voit ce qui se passe. Maintenant, on voit bien en France où on en est. Je ne sais pas si vous réalisez, mes frères et sœurs. On vit une époque où des présentateurs télévision, pas des fous furieux, pas des nazis, pas des Marine Le Pen, disent des choses que même les gens d'extrême droite ne disaient pas. On dit il faut interdire le voile dans les lieux publics. C'est comme un sigle nazi qui mène au terrorisme. On dit des choses énormes, énormes. Et qui sont validées, hein, je veux dire, j'entends pas le CSA ordonner à CNews de renvoyer tel présentateur, pas du tout. Donc il faut comprendre l'état d'esprit, l'ambiance, et tout ça est dû à quoi? Il faut comprendre. Les gens, ceux qui dirigent, ceux qui sont en connexion avec les banques, sont beaucoup mieux informés que vous et moi, ont besoin de diriger l'angoisse populaire, gilets jaunes et compagnie, qui est naissante et qui va aller crescendo pour atteindre un stade où je vous dis on sera avec des bandes dans les rues et tout. Ils ont besoin de les diriger vers les musulmans. Parce que sinon on les dirige vers qui? Les musulmans sont la seule minorité visible, présente en grand nombre, qu'on trouve un peu partout et qui est visible avec ses mosquées, avec ses barbes, avec ses voiles, etc. Les autres, quand je vous dis les Vietnamiens, où sont-ils? Que font-ils? On ne sait pas. Les Juifs, on ne sait pas, ils sont entre eux, ils ne se mélangent pas, ils ne revendiquent rien du tout, ils se barrent en Israël. Bon. Donc, il faut prendre le schéma dans son ensemble. Et de là, faire au mieux, parce qu'après, c'est qadar Allah. On peut pas... Après, moi je vous dis, je ne sais pas quoi vous dire, les sœurs, arrêtez de repousser toutes les demandes en mariage. À un moment donné, faites des mariages de raison. Même si l'amour n'y est pas, au moins, vous avez quelqu'un, vous avez une autre sœur pour vous entraider, pour s'occuper de vos enfants si vous êtes malade, je ne sais pas. J'imagine, vous voyez. Les frères, arrêtez de tourner en rond, il faut qu'elle mesure comme ça, il faut qu'elle ait jamais eu ça, il faut que ceci, il faut que cela. À un moment donné, si on parle de Oumma et d'entraide, il faut commencer un peu à comment dirais-je, à être un peu moins exigeant, moins capricieux. Sinon après, il ne faut pas pleurer. Hein. Il ne faut pas pleurer, il faut assumer. Je ne dis pas que c'est obligé, je dis qu'il faut assumer. Tout simplement. Donc voilà, je ne veux pas aller plus loin parce que bon, je ne veux pas être indigeste et je sais que quand on parle trop, à la fin on mélange tout, on ne s'y retrouve pas. Je dis simplement, méditez sur tout ça, réfléchissez. Et certains, pour conclure, certains me demandent, mais comment on en est arrivé là? Comment c'est possible en fait? D'abord, je vous l'ai déjà dit, c'est l'histoire de garder son train de vie quand on n'a plus les moyens. Et puis il y a d'autres paramètres. Il y a le paramètre que ce n'était pas prévu que tous les étrangers qu'on a ramenés dans les années 60-70 pour la main-d'œuvre dans les usines qu'ils restent, on pensait qu'ils allaient tous repartir en Algérie avec l'argent qu'ils auront mis de côté. Les gens sont restés. Ce n'était pas prévu que parmi leurs enfants, une proportion assez importante reste attachée à la religion, revendique, construit des mosquées, etc. Ce n'était pas prévu que les gens vivent aussi vieux et que donc revendiquent l'âge de la retraite à 65 ans, âge, quand on a voté cette loi, âge auquel on mourrait quelques temps après. Les ouvriers ne passaient pas les 70 ans. Donc la retraite, c'était 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et exceptionnellement, les gens vivaient 80 ans, etc. Aujourd'hui, la norme, c'est de vivre 80, 85, 90 ans. Donc ça veut dire qu'il faut payer des gens pour ne rien faire, hein, pendant 20, 25 ans. Vous imaginez, un quart de siècle, payer des gens pour ne rien faire. C'est pas tenable, évidemment. Mais qui va oser dire aux gens, on peut pas, faites votre pension vous-même, on ne peut pas vous la payer. Personne ne va dire ça. Donc vous prenez tout ça ensemble, vous mélangez, on peut incorporer à ça la Chine,
les grands groupes, qui s'accaparent les petits, l'économie virtuelle, Google, Amazon, etc., qui tirent les prix vers le bas, l'intelligence artificielle, les robots. Enfin, il y a plein de choses qui justifient le fait que on ne sait plus faire travailler tout le monde, on ne sait plus payer les retraites à tout le monde, qui font que, pour le moment, on se cache derrière le paravent de la bourse et que tout va bien. Mais selon des observateurs avertis, quand on voit le graphique de l'or, de l'argent, etc., on réalise bien qu'en fait c'est une espèce de bombe à retardement et qui ne demande qu'à exploser au moindre conflit ou à la moindre excuse. Quand? On ne sait pas. Impossible à savoir. Ça peut être 2020, ça peut être 2021, ça peut être 2022. En tout cas, on ne pourra pas continuer bien longtemps. Moi, mon avis, c'est que Trump va se faire réélire. Et une fois que c'est fait, là, les choses pourront basculer. En attendant, il exige de la Banque fédérale de ne pas monter les taux, etc. Et eux l'écoutent, ce qui montre que ce n'est pas un organisme indépendant. Enfin, ça c'est un autre sujet. Et donc les données, elles sont là. Maintenant, c'est à chacun de faire ce qu'il en veut. Certains vont me dire tu exagères, certains vont me dire on va me dire ceci, cela. Voilà, à un moment donné, il faut faire ses recherches soi-même. Il faut écouter plusieurs avis puis prendre ses décisions. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.